Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Sandrine Roudot. À chaque fois que ça passe par les politiques, on perd du temps. Donc en fait, il faut désobéir aux lois, et il faut s'inventer ses propres normes et y aller. Sandrine Roudot est une chercheuse et semeuse d'utopie. Je l'avais d'abord entendue dans l'émission Demain la veille sur France Inter. C'était le 1er janvier 2017. Le thème de l'émission était « Le meilleur est à venir ». Elle intervenait avec Mathieu Baudin, le fondateur de l'Institut des futurs souhaitables. Depuis, j'ai fait du chemin dans ma réflexion sur l'optimisme et le pessimisme vis-à-vis de notre époque. Sandrine Roudot a étudié les freins et les leviers pour changer les comportements et elle en partage ses analyses dans son livre L'utopie, mode d'emploi. Son deuxième ouvrage, Les suspendus, est consacré à la réflexion sur les mécanismes de soumission à l'autorité, aux désobéissants et à l'engagement. Je trouve que s'engager rend heureux. Même si on n'y arrive pas, moi je me dis toujours ça, de quel côté tu veux être. Nous avons parlé de notre monde, entre tragique et sublime, d'utopie, de la tension entre pessimisme et optimisme, de la peur et du désir, de l'importance de changer de regard sur les désobéissants et du lien entre l'engagement, l'accomplissement personnel et le bonheur. Et il y a ce sentiment qui est plus fort que la peur, qui est le désir d'aller de l'autre côté, le désir d'autre chose. Sandrine Roudot, bonjour. Bonjour. Tu te définis comme une chercheuse semeuse d'utopie. Tu as cofondé la maison d'édition La Mer Salée, qui publie des ouvrages sur le thème de l'écologie notamment. Et tu as écrit 2 livres, Utopie, mode d'emploi et Les suspendus. Je voulais d'abord savoir comment t'en étais arrivée à t'intéresser à ce sujet de l'écologie et à devenir quelqu'un de, je dirais, engagé. Alors tu disais tout à l'heure que tu avais lu beaucoup de livres sur l'effondrement, etc. et que tu avais pris un choc. En fait, moi, je me suis pris un choc, mais c'était en 2001 quand je suis devenue maman. J'ai commencé moi aussi à lire des livres. Voilà, je pense qu'il y avait une petite voix qui devait me dire des choses déjà. Et vraiment, je me le suis pris sur la tête. Je me suis rendu compte qu'en fait, on vivait dans un monde qui était, on se faisait totalement des illusions sur notre modèle, qu'il était injuste, qu'il était mortifère, qui nuisait. Et donc je sortais dans la rue et je me disais mais les gens continuent à marcher normalement. Je comprenais pas en fait que je me disais mais on va droit dans le mur et personne le sait. Donc ça a été super compliqué pour moi. J'ai pris une première décision qui a été d'arrêter. Je faisais de la pub à l'époque, donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai vu qu'il existait un truc qui s'appelait le développement durable. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Donc, comme je faisais de la stratégie d'entreprise, je suis allée là-dessus et c'est comme ça que j'ai découvert l'écologie, en tout cas. Et puis après, j'ai eu un deuxième stade, je dirais, qui est qu'un jour, j'ai signé pour être adhérente Greenpeace. Et là, ça a été un engagement très fort, en fait. Parce que c'était quelques années après, mais pas très longtemps après. Et là, je me suis dit, il y a plus de temps à perdre, quoi. Donc voilà. Et tu dis souvent que notre époque est à la fois tragique et sublime. Est-ce que peut-être tu peux expliquer ça et dire quelle est ta vision du monde qui vient ou des décennies qui viennent? En fait, déjà au tout départ, quand je me suis lancée là-dedans, d'abord, là-dedans dans la stratégie d'entreprise, j'ai jamais dit développement durable. Moi, je disais que je voulais travailler sur un monde soutenable et désirable. À la fois parce que durable, c'est pourvu que ça dure, alors que soutenable, d'abord, c'est le mot originel, et l'inverse de soutenable, c'est insoutenable. Et pour moi, le monde dans lequel je vivais était insoutenable, à la fois géologiquement, écologiquement, mais aussi en termes de philosophie et d'humanité, et désirable parce que pour moi ça allait de pair. Pour moi le monde qu'il avait inventé me paraissait joyeux, moi j'avais envie de contribuer en fait à bâtir un autre monde pour mes enfants et je trouvais ça mais très très galvanisant quand je me disais voilà moi je suis pas sur terre pour consommer un modèle qui est déjà arrivé
c'est pas chouette, j'ai quelque chose à faire, mais quelque part, je me disais, en fait, je trouve que cette époque est passionnante parce que justement, on peut contribuer à faire quelque chose d'autre. Et c'est vrai que dans les périodes, parce que elle est tragique, hein, avec plein d'enjeux, et notamment l'immigration, les migrations, qui n'ont pas fini d'arriver, les conditions d'exploitation des autres populations, outre l'écologie. Hein. Mais aussi, on peut regarder d'ailleurs en termes de tragique les burn-out, les antidépresseurs, les suicides au travail. Donc on voit bien qu'il y a un truc qui tourne quand même pas très rond dans notre époque. Et ce qui est sûr, c'est que les époques tragiques, en fait, ça amène certains à se réveiller. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et peut-être que si c'était pas arrivé, cette prise de conscience, je serais restée tranquillement dans mon petit boulot, qui était un boulot finalement... voilà, matérialiste, qui n'avait pas grand sens, si ce n'est, voilà, ça me faisait plaisir, mais bon, pas plus que ça, alors que là, j'ai l'impression de contribuer au monde et de contribuer à ma toute petite mesure à ce que l'humanité grandisse, avec d'autres, évidemment. Et donc, je pense que oui, dans les périodes tragiques, ça amène certains à se réveiller et donc à se révéler avec les valeurs qu'ils ont au fond. Ça t'amène à te dire, il y a des trucs qui, pour moi, sont intolérables. Donc, je vais changer. Et donc, ça t'amène à te sublimer. C'est pour ça que je parle de cette idée de sublime. Le sublime, ce qui est intéressant, c'est un vieux concept psychanalytique de Freud. Mais moi, je crois beaucoup en la résilience, à cette idée que voilà, les chocs nous arrivent et qu'on fait avec, et qu'on grandit avec ça, et qu'on est des gens plus lumineux de par ça, qu'on a plus de puissance, plus de force. Et le sublime apporte quelque chose de beaucoup plus doux, je trouve. C'est l'idée aussi de transformer ça par un acte artistique. Et alors ça peut être écrire, effectivement, hein, donc ça c'est une façon de sublimer les choses, c'est ce qu'explique Freud, en fait. Tu sublimes tes sentiments qui peuvent être négatifs, comme la peur, comme la colère, par une sublimation artistique. Mais finalement, l'artistique, c'est très large. Ça peut être, en fait, ta vie est une œuvre d'art, en fait. Donc tu peux, voilà. Et j'aime bien cette idée-là parce que je pense que dans l'engagement, il y a plein de formes différentes, et notamment il y a l'activisme poétique, par exemple. Il y a l'humour. Il y a plein de choses comme ça. Pour moi, par exemple, un Guillaume Meurice, c'est un engagé exceptionnel, quoi. Voilà, parce qu'il fait avec légèreté, etc. Et il sublime quelque chose. Et voilà pourquoi je parle de tragique et de sublime. Et j'aime bien toujours mettre ces deux mots-là pour dire que la peur, ça se traverse, en fait. Ça se nie pas. Mais tu ne peux pas y rester. Il faut absolument pas y rester. Et c'est pour ça qu'il faut proposer quelque chose aux autres et proposer aussi qu'ils puissent sublimer leur vie. Et du coup, là, on voit quand même qu'on est dans une période, effectivement, on est en tension entre des catastrophes multiples et aussi des graines et des pousses d'un autre monde possible. Pour autant, il y a pas mal de signaux qui sont assez durs, et notamment des choses pour lesquelles on peut rien. Comment est-ce que tu penses que les choses peuvent se jouer parce qu'en gros, on sait qu'on a quand même que quelques années encore, si on veut vraiment limiter la casse, quelques années, ou certains disent 3 ans, certains se disent 20 ans. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un sursaut? Est-ce que tu penses qu'il faut une révolution? Qu'est-ce que tu imagines? Pas qu'est-ce que tu espères, mais qu'est-ce que tu penses qu'il risque de se passer? Je pense qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Je pense qu'on ne sait jamais ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai voulu étudier les mouvements de l'histoire. Le mur de Berlin, c'est des gens qui se sont levés un lundi matin à la sortie d'une église et qui se sont dit c'est plus possible. Mais ils ne savaient absolument pas que ce n'est plus possible allait se transformer en on va ouvrir le mur de Berlin. Pas du tout. Ils savaient juste que le système dans lequel ils étaient était plus possible. Et ce jour-là, ils ont eu envie de se lever. Et puis après, il y a tout un tas de petites choses qui arrivent. Et il y a de l'ordre de l'inattendu, etc. On voudrait qu'à chaque fois qu'il y ait on voudrait, en fait, on imagine que ce modèle, on imagine la vie un peu comme un jeu d'échecs. On va mettre à mort le modèle actuel. Donc plan d'action, plan de bataille, feuille de route, leader, on a déjà le monde d'après et on vous l'explique et il y a juste à abattre le monde actuel. Et en fait, c'est vraiment pas du tout comme ça que ça se passe à chaque fois. C'est-à-dire que on ne sait pas d'où ça va venir, on ne sait pas qui va être le déclencheur, on ne sait pas quelles sont les alliances ou plutôt les synchronicités qui vont se passer. Simplement, moi je parle souvent justement du fait qu'on n'est pas dans un jeu d'échecs mais un jeu de Go.
et qu'il y a des pions qui se retournent, qui tournent de couleur. Donc, et à un moment donné, le damier a changé de couleur. Tu l'as pas vu arriver. Et nous, la seule chose qu'on doit faire, c'est d'abord tourner notre pion, donner à voir les autres pions qui se tournent, se mettre en lien avec les autres pions, et continuer ce petit truc de tourner et d'être dans le faire. Et après, dans le côté tout peut arriver en négatif comme en positif. On ne sait absolument. Un Trump, personne ne l'a vu venir. Les révolutions arabes, personne ne l'avait vu venir. Milosevic renversé, personne ne l'avait vu venir. Donc, à la fois du positif et du négatif, tout peut arriver. C'est pour ça que l'effondrement, les 2 ans, les 3 ans, les 5 ans, très honnêtement, je trouve que c'est... Enfin, moi, je trouve qu'il faut garder de l'humilité dans cette histoire parce qu'on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Dans les choses qu'on maîtrise pas, il y a la partie climatique, notamment, où la tout à biodiversité, fait. des choses qui sont déjà tout à fait. en cours. Tout et à qui fait. peuvent avoir des effets de seuil ou des conséquences qu'on peut pas prévoir du tout. Complètement. Le permafrost, par exemple. Ouais, il y a tous les jours, on a une nouvelle chose. Mais par exemple, si je reprends le volcan islandais qui avait fait irruption, qui avait envoyé des cendres partout dans le ciel, du jour au lendemain, les aéroports chinois étaient fermés, toutes les entreprises qui avaient besoin d'avoir leur proto pour leurs innovations, etc., etc. Le modèle économique mondial, faut bien voir qu'il est ultra fragile. Ouais. Donc en même temps, c'est pas mal. Enfin, on est mondialisé, mais du coup, on est super dépendants les uns des autres. Et le moindre truc peut faire basculer le truc. Du jour au lendemain, on peut se retrouver avec les barrières aux frontières fermées pour une question de santé, par exemple, pour une question d'épidémie. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Du coup, on est obligé de revenir à l'autosuffisance, on est obligé de revenir au local. Donc c'est pour ça, il peut y avoir... ce qu'il faut surtout, c'est cultiver en fait cet ajustement possible, cette résilience, cette souplesse, être aux aguets justement de tout ce qui peut être positif et créer les conditions pour pouvoir évoluer dans un sens ou dans un autre, quoi qu'il arrive. Et ça passerait par quoi, du coup, en premier pour toi? Ça passerait par quoi? Est-ce que ça serait déjà d'être, j'imagine d'être moins dépendant de ressources, clairement, clairement, d'être plus sobre. C'est nuire le moins possible à l'environnement. Donc c'est être le plus sobre possible. Moi je crois beaucoup au retour au local, ça c'est sûr. Savoir qu'aujourd'hui nos terres servent à 80% à cultiver de la nourriture animale qui est exportée, c'est juste un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que nos terres ne nous nourrissent plus. Et ça, par exemple, pour moi, mais c'est un des projets politiques majeurs à remettre en place, quoi. Par exemple, donc tout ce côté, donc la résilience, c'est ça, c'est pouvoir être en autosuffisance au niveau local, mais aussi, ça veut dire aussi les savoir-faire, se mettre en lien aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié un peu le biomimétisme et je trouve ça assez exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment la technologie d'avenir, qui est l'idée de s'inspirer de la nature, qui est en fait la technologie qui a des millions d'années, qui a absorbé tous les chocs et qui est encore là, et voilà. Et en fait, outre l'inspiration en termes de forme, donc par exemple les avions qui s'inspirent de certains animaux, ce qui leur fait gagner en vitesse, mais surtout en rapport efficacité-utilisation des ressources, quoi. Donc ça peut être ça, mais c'est aussi, et c'est là où le biomimétisme est aussi particulièrement intéressant, c'est sur les organisations. C'est-à-dire que la nature est organisée en écosystème. Elle n'est pas centralisée du tout. C'est ce qui la rend aussi très résiliente. C'est-à-dire que la tête tombe, ça peut continuer de n'importe quel endroit. Et ce que fait la nature, c'est qu'elle n'a pas de cloison, mais elle n'a que des liaisons. Et donc, si un choc arrive à un endroit, par exemple, on n'a plus de pétrole, il faut pouvoir démarrer à un autre endroit. Et ça, on l'a pas préparé du tout. On n'est pas du tout résilient. Et en fait, il faut absolument préparer la diversité de solutions, avoir une biodiversité de solutions, puisqu'on ne sait pas comment le choc va arriver, de quel côté. On dit le climat, mais si ça se trouve, ça sera les ressources, ou si ça se trouve, ça sera la santé, si ça se trouve, ça sera la pollution. On ne sait pas lequel va être le premier choc qui va être vraiment important. Et en fait, il faut impérativement pouvoir avoir des solutions de rechange sur tout ce qu'on a à faire. Après, c'est quelque chose qui regarde chacun, c'est-à-dire qu'une entreprise qui fait, je sais pas moi, de l'habitat doit être résiliente sur son sujet. Donc c'est quoi mes ressources, c'est quoi mes déchets, c'est quoi mes impacts sur l'environnement, et comment je peux faire différemment
pour nuire le moins possible. Donc chacun avec sa petite responsabilité. Mais c'est du ressort de chacun, mais il y a aussi quand même quelque chose de plus global et qui doit être venir quand même. Enfin, j'ai l'impression que ça doit être aussi imposé, parce que si on attend que chacun ait fait sa petite réflexion pour savoir comment il allait être plus résilient, on pourra attendre longtemps, quoi. Ouais. Il y a beaucoup d'exemples d'entreprises super qui font qui changent et tout, mais si on n'impose pas des nouvelles normes, il y aura toujours une prime au mal, entre guillemets. Pour l'instant. Écoute, dans l'histoire, ce n'est jamais venu des normes ni des gouvernements. Oui. Jamais. Donc en fait, moi, alors il y a deux choses. Il y a je ne crois absolument pas en la politique. Je pense que il y a tellement de lobbies. Il y a tellement de lobbies. Deuxième, quand tu vois que les subventions européennes vont en fait à l'agriculteur conventionnel, parce qu'elles sont à la fois en fonction du nombre d'hectares, donc pour les grandes exploitations, et elles vont sur l'équipement matériel et non pas sur l'équipement humain, qui est donc forcément en défaveur du bio. Voilà, enfin, on voit bien que les lobbies sont un peu partout, et moi je n'attends absolument rien du politique. Parce que, voilà, pour cette raison-là, la deuxième raison étant que le système politique actuel nourrit l'ego, le besoin de reconnaissance, etc., le pouvoir, et je pense que, voilà, après ça c'est personnel, mais en tout cas je n'en attends rien, comme ça me permet aussi d'avancer. Moi justement j'ai travaillé là-dessus, sur cette histoire de réglementation. C'était mon premier bouquin. En fait, je me suis rendu compte que le développement durable à la RSE ne fonctionnait pas. Notamment pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être impliqué pour changer les comportements. On a besoin d'être acteur de nos scénarios de vie. On a besoin de changer de comportement, et d'être acteur dans ces changements. Et les normes, les réglementations, en fait, ça nous désimplique totalement. Ça nous assiste. Moi, je l'ai vu sur le bilan carbone. Une fois que ça a été dans la réglementation, ok, les boîtes ont fait des bilans carbone, mais à côté de ça, rien d'autre. En tout cas, certaines. Donc, et à côté de ça, t'as des entreprises qui font des choses complètement formidables, sans du tout être ISO 26000, sans du tout... Donc moi, je crois pas beaucoup à la réglementation. Je pense que les réglementations nous désimpliquent. Parce qu'en fait, il y a une qualité qui est fondamentale, donc il y a cette implication dont on a besoin, et puis il y a une qualité qui s'appelle la sagesse, qui est un truc super basique qu'on a oublié. On pourrait l'appeler le bon sens, d'ailleurs, parce que c'est une sagesse assez pratique. C'est quelque chose qu'on a tous. C'est la volonté c'est la capacité à voir ce qui serait bien à faire dans une situation donnée, et la volonté de faire ce bien, la volonté de faire cette chose bien qu'il faudrait faire à ce moment-là. Et en fait, si on faisait ça, si tout le monde appliquait ce bon sens, on s'en sortirait, mais largement, depuis très longtemps. Et en fait, il y a deux tueurs de sagesse qui sont le trop plein de procédures et le trop plein de récompenses. Quand on a trop de procédures et trop de normes, on confie à la norme la responsabilité. Et donc, on ne se pose plus aucune question sur nos comportements. C'est la norme. Et on le voit dans plein d'entreprises, dans les réglementations, etc. D'abord, les réglementations, c'est très difficile de faire des réglementations qui fonctionnent pour tout le monde. Genre, il y a des PME qui n'ont absolument pas les mêmes contraintes que des grandes entreprises. Donc, en plus, c'est assez injuste. Et en fait, on le voit, moi je l'ai vu dans des entreprises, même des PME, on a procédure sur réglementation sur procédure, et à un moment donné, il vaut mieux avoir faux, mais être dans la procédure et la norme, on est sûr de ne pas se faire engueuler, alors que si on a un peu de bon sens et qu'on dit, mais attends, mais moi je pourrais imaginer ça, mais je ferais gagner mais en termes écologiques, de déchets et d'économie pour l'entreprise, je ferais gagner plein de trucs. Bah ouais, mais t'es pas en fait, là où on t'attend. C'est pas là où on t'attend. Je te dis, on veut être ISO 26000 exemplaires, et ça, c'est pas du tout ce qu'on t'a demandé, en fait. Et c'est tout le temps comme ça. Donc en fait, moi je crois pas du tout aux réglementations aussi pour ce sujet-là. Et dans l'histoire, on se rend compte que le monde change non pas par les gouvernements, mais par les citoyens ou des entrepreneurs dispersés, et qu'on n'a pas besoin d'être nombreux pour le faire. Et ça, c'est un point qui est super important, c'est qu'en fait, il suffit alors je reprends souvent l'exemple des suffragettes, mais les suffragettes, elles n'étaient que 300 pour obtenir le droit de vote en Angleterre. En France, c'était en Conseil national de la résistance, ça a essayé de passer 6 fois au Sénat. Ça n'est jamais passé. Les Françaises ont attendu, mais je sais plus combien d'années, c'était énorme. Donc à chaque fois que ça passe par les politiques, on perd du temps. Donc en fait, il faut désobéir aux lois, et il faut s'inventer ses propres normes et y aller. Et en fait, la norme et les lois ne font que s'adapter
toujours à ce que les entreprises ou les citoyens ont proposé. C'est toujours comme ça que ça se passe, c'est pas l'inverse. Blablacar n'existerait pas si ça avait entendu une norme ou une réglementation sur l'assurance pour qu'il y ait une assurance pour celui qui emmène tout le monde. Ça n'existerait pas. En fait, toutes les belles innovations d'aujourd'hui sont le fait de gens qui se sont affranchis des normes et qui n'ont compté que sur eux pour inventer autre chose. À quel moment le système peut basculer justement par l'effet d'un petit groupe de personnes? En fait, on sait pas. Si on J'ai savait, beaucoup de ce serait bien décevoir. pratique. Je n'ai pas la recette en fait. J'ai pas le. Parce qu'il y a quand même énormément de gens qui tentent aujourd'hui de. Est-ce que c'est un manque de cohésion, c'est un manque de. Alors il y a une chose qui est importante, je pense. Je pense qu'on cherche tous la recette, le parti, le plan d'action qui arriverait. Il y a beaucoup de choses dans plein d'endroits. Enfin, en plus, moi, je suis assez, en lien avec toutes ces mouvances-là. Et je pense que chacun fait avancer par petits bouts. Il y en a qui le font avancer sur la démocratie, il y en a qui le font avancer sur les entreprises, il y en a qui le font avancer sur les citoyens, d'autres, sur l'éducation. Et en fait, je pense que c'est ça, à un moment donné, c'est tout ça mis en bout à bout. Donc en ordre dispersé, qui va réussir à faire quelque chose. En fait, on sait jamais d'où ça va partir. Et le seul truc qu'on peut se dire, c'est que même si on n'y arrive pas, moi je me dis toujours ça, de quel côté tu veux être? De ceux qui ont essayé ou de ceux qui ont attendu que ça se passe. Mais je me méfie beaucoup des idéologies, par exemple. On parle beaucoup de décroissance, je pense pas que c'est déjà une idéologie. Donc à partir du moment où c'est une idéologie, il y a des certitudes, il y a des encore une fois, les gens ne peuvent pas se l'approprier. Et on ne pourra pas on ne peut pas arriver avec une théorie et que tout le monde l'applique. C'est un truc non, mais j'y crois pas forcément trop. une théorie, mais un nouveau récit commun qui soit fédérateur. Bon, alors c'est peut-être pas le bon exemple sur la décroissance, mais on en parlait avec une autre interviewée, Agnès Sinaï, sur la décroissance, justement. Elle disait aussi que la décroissance, c'est un destin, mais c'est aussi une utopie. C'est l'utopie de pouvoir vivre dans un monde de façon beaucoup plus égalitaire, en partageant les ressources. Et après, c'est un mot qui cristallise pas mal de crispation, disons. Mais c'est un récit qui, moi, me paraît séduisant, quoi, pour l'avenir. Alors moi, je le trouve pas séduisant du tout, en fait. Enfin, je mets toujours l'un derrière l'autre, décroissance et croissance verte. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on se réfère encore à ce modèle de la croissance. Ce mot-là est encore présent. C'est ça qui me gêne. Moi, je crois qu'on a besoin d'un autre imaginaire. Je pense que la décroissance sont sur le fond, pas de problème. Enfin, alors ça dépend lesquels, ça dépend quel point. Mais sur le fond, pas de problème. Évidemment, il faut de la décroissance de certaines choses et de la croissance d'autres choses aussi. Et en fait, ce qui est dérangeant, c'est que là, on crée des camps. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. On crée des camps. Et en fait, dès qu'on crée des camps, on envoie les gens dans le coin du ring. Ils peuvent pas évoluer. Quand on dit décroissance, on dit toi qui es dans la croissance, tu as tort. Et du coup, on peut pas faire évoluer les gens. Et les gens ne décident d'évoluer que quand ils ont décidé. Mais il faut leur laisser la place pour ça. Et la décroissance ne laisse pas de place. La décroissance, c'est un dogme qui s'impose. Et du coup, c'est très difficile. Et tout à l'heure, ce que tu disais dans comment on pourrait faire émerger quelque chose, je pense qu'il y a une chose par contre qui est importante, qui est la réconciliation. Et l'indulgence vis-à-vis des différents mouvements. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette volonté on va unifier, on veut un récit commun, etc., etc. Moi, je pense que chacun en prend un bout. Et par contre, ce qui est important, c'est contre qui on se bat. Et je crois qu'on se bat tous contre les mêmes. Et la décroissance, que ce soit la décroissance, que ce soit Cyril Dion, on est tous sur les conspirateurs positifs. On est tous sur le même truc. Et en fait, on a tendance à s'opposer les uns les autres. Et en fait, moi, je milite beaucoup pour ça, pour dire, mais en fait, contre qui on se bat, quoi. Bienvenue tout le monde, bienvenue à ceux qui viennent du dernier moment. Oui, voilà, on a son déclic quand on a son déclic, et c'est pas très grave. Et aussi, c'est aussi en termes de cause. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression que notre cause est supérieure à celle des autres. Alors, il y a la cause animale, et puis il y a la cause de l'éducation, et puis il y a la cause... Et puis en fait, elles sont toutes importantes. Elles sont toutes super importantes, et ça tombe bien, parce que on peut pas tous s'occuper de toutes les causes. Donc tant mieux. Moi, à chaque fois quand je vois des gens qui sauvent des réfugiés des migrants dans les Alpes, mais merci, quoi.
Merci parce que ça, moi, voilà, ça me tord le ventre, mais c'est pas de ça dont je m'occupe prioritairement. Et je pense que chacun aussi, il faut avoir cette humilité de se dire, on en prend chacun un bout, et puis après, quand est-ce que ça bascule, tu vois, moi, je pense souvent à la fin de l'esclavage. J'en parle souvent, on a basculé dans une nouvelle ère. Enfin, un des grands basculements d'histoire, c'est quand même celui-là. Et là, pour le coup, c'était une utopie. C'est que la fin de l'esclavage, ils se sont dit, enfin, je sais pas si t'imagines, à l'époque, le système économique était totalement lié à ça. Donc les premiers abolitionnistes, bonjour, quoi. Ils ont pas été mieux accueillis que nous aujourd'hui, quoi. Ça, c'est clair. Tout le commerce, toute l'industrie tenait là-dessus, quoi. Et à un moment donné, il y a des gens qui se sont levés, ils étaient en minorité, c'était des utopistes qui ont dit, maintenant, l'esclavage, il est terminé. On veut l'abolition radicale de l'esclavage. Et, ça c'est l'autre truc, on ne veut pas un esclavage responsable, on ne veut pas une petite transition esclavagiste. Et ça, c'est pour ça que moi je milite pour l'utopie et non pas le développement durable, mais c'est légitime. C'est légitime. C'est pas la moitié de coup de fouet. De même que la pollution, c'est là où je peux rejoindre la décroissance, mais c'est de même que la pollution, on dit c'est 45 000, rien que la pollution de l'air, 45 000 morts par an en France. Et donc on s'en accorde combien pour être content? On se dit quoi, allez, on va baisser de 25% le CO2 et puis ouais quoi, on en a plus que 30 000. Donc c'est quoi voilà, les dégâts, les dommages collatéraux, c'est 30 000, mais c'est totalement intenable philosophiquement. Et en fait, c'est ce qu'ils se sont dit. Ils ont dit, ok, ça c'est intenable. Ils ont pas fait transition, développement durable, etc. Ils ont dit, c'est intenable, c'est zéro. Et si c'était venu des gouvernements, jamais aucun gouvernement n'aurait fait ça. Jamais aucune norme, jamais aucune réglementation, ça n'arrivera jamais comme ça. Et on peut vraiment faire le parallèle avec aujourd'hui, puisqu'on exploite totalement la planète, on crée des morts, on crée des miséreux, enfin, donc on peut vraiment faire ce parallèle. J'ai aucun problème quand on me dit comparaison n'est pas raison, moi j'ai aucun problème à faire cette comparaison-là. Il y a des migrants qui meurent dans nos montagnes, donc vraiment, voilà, on peut faire la comparaison. Et en fait, à partir du moment où ils ont dit l'abolition l'esclavage est aboli, eh bien là, la machine à vapeur a pu être développée. Elle était dans les cartons, mais elle attendait donc ce point de bascule, il a été là. Et ça a été un nouveau paradigme. Il est venu de la fin de l'esclavage, personne ne l'attendait là. Donc ça peut venir et à partir de là, effectivement, c'est ce qui s'est appelé l'ère industrielle. La machine à vapeur, ça a été le début de l'ère industrielle. Et aujourd'hui, on ne sait pas d'où ça viendra peut-être de la décision d'abolir la pollution. Ça pourrait venir de la cause animale, ça pourrait venir de tout un tas de choses. Peut-être c'est l'éducation, on arrête l'école. J'en sais rien du tout, mais je fais confiance en fait au fait qu'à un moment donné, il y a une cause qui va parler, il y a un récit qui va parler. L'écologie a totalement loupé le coche là-dessus, l'imaginaire de l'écologie. Moi, j'interviens beaucoup j'essaie d'infiltrer en fait des milieux. Et par exemple, j'infiltre le milieu numérique, parce que j'ai travaillé sur ce sujet. J'essaye en fait de faire travailler ensemble le numérique, l'écologie et les enjeux d'un monde soutenable et le collaboratif. Et je pense que ces trois milieux, le jour où ils ont décidé de travailler ensemble, alors là, on va dépoter, quoi. Est-ce que tu penses que la question de l'optimisme ou du pessimisme est encore pertinente aujourd'hui? J'ai appelé mon livre Les Suspendus parce que je pense qu'il n'y a pas d'opposition à ça et qu'il faut, il me semble en tout cas, que le bon niveau, c'est d'être suspendu entre l'indignation et l'émerveillement, entre le pessimisme et l'optimisme. C'est-à-dire que on a besoin d'être clairvoyant, clairement. Un utopiste, c'est quelqu'un de lucide, qui justement est extrêmement lucide sur les conséquences du monde dans lequel il vit. Et en même temps, tu ne peux pas créer de la peur et de la culpabilité chez les gens. Donc en fait, il faut aussi donner une porte d'espoir. Sinon, c'est le cerveau reptilien, c'est l'attaque du messager, c'est immobilisme, c'est je ne fais rien. La peur ne déclenche aucune action, mais aucune. Elle déclenche de la vigilance, elle déclenche des choses, mais elle déclenche pas l'action. Et donc il faut donner à chaque fois une porte aussi pour donner aux gens la possibilité de sortir de cet état de sidération. Et on peut traverser ça, là, le pessimisme, la lucidité, quand à la fois on voit des possibilités d'action et des possibilités de mise en lien. Et l'autre chose, c'est donc d'être suspendu entre cette indignation, puisque c'est tout le côté pessimisme. Moi je passe
constamment de l'un à l'autre. Hein. Donc l'indignation, parce qu'il y a des choses insoutenables, il faut le redire, il faut les mettre en lumière, parce qu'il faut que ce qui est insoutenable, ça ne passe plus. Voilà, que ce soit... moi, je pense que c'est encore pas assez politiquement incorrect. C'est-à-dire que voilà, il y a des boîtes qui font des choses pas bien, bah, il faut le dire, faut le montrer. Et inversement, il faut aussi montrer, c'est pour ça que je parle d'émerveillement, il faut aussi montrer tout ce qui se passe de positif. Mais sans être naïf, hein, c'est pour ça qu'il faut toujours l'indignation. Parce que montrer que l'émerveillement, que les nouvelles actions, que les nouvelles initiatives, c'est un peu l'opium du peuple. C'est, vous voyez, ça change. Mais Sandrine, mais t'as vu, non, mais il se passe plein de trucs bien, mais voilà, mais tu te plains encore, mais t'as vu tout ce qui se passe, on me l'a fait puisque une fois. Ça change, j'ai pas besoin de faire grand chose. Voilà. Et donc, pendant ce temps-là, et c'est pour ça que le développement durable à RSE, moi, j'en suis revenue, c'est qu'en fait, ça nous rassure, et, bah, du coup, on laisse tomber, quoi. En fait, on laisse tomber, on est beaucoup plus, bah voilà, on est dans le confort, et on se mobilise plus. Donc, il faut toujours être sur les deux, en fait. Et il y a une autre raison aussi pour ça, c'est que on ne t'écoute avec tes vigilances, avec tes warnings en disant attention, tu vois, quand tu reviens sur Facebook à dire le secret des affaires c'est important, hein, il y a ça. On ne t'écoute que si par ailleurs t'es quelqu'un qui apporte aussi de temps en temps de l'espoir, montre les choses. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut, on est tous inspirateurs les uns des autres. En fait, et c'est important aussi de montrer que ce qu'on propose, que nous les alternatifs, etc., que le monde qu'on propose, c'est un monde qui est joyeux, qui est déterminé. Voilà, le militantisme grincheux, ça n'a jamais marché, quoi. Et alors moi, j'ai un côté très pragmatique, c'est-à-dire que c'est pas une question d'éthique, de valeur, voilà, enfin. Quand je parle de réconciliation, je parle notamment des gens qui se sont beaucoup battus. Par exemple, pour le bio, c'est souvent on parle de des militants qui sont un peu les militants un peu sacrificiels, en train de. Mais on peut les comprendre aussi. Ça fait des années qu'ils disent des tas de trucs, qui s'en prennent plein la tête, qui sont dénigrés, qui sont donc indulgence pour eux et gratitude, quoi. Parce que mais heureusement. Enfin, c'est heureusement qu'ils ont été là depuis le début. Enfin, sur le bio, c'est une évidence. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de gens qui nous montrent des formes d'engagement qui a priori ne sont pas engageantes. C'est-à-dire qui peuvent être légères, qui peuvent être zappeuses, qui peuvent être peu importe parce que chacun va emmener un petit bout de son temps, un petit bout de son truc. On est dans des formes d'engagement beaucoup plus libres, je dirais, et diverses. Et c'est vrai que les anciens peuvent paraître, mais en fait, il faut les raccrocher, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils restent aussi. Ou qui se reposent parce qu'ils ont donné énormément. Mais voilà, c'est pour ça que le côté et en fait l'optimisme comme le pessimisme pour moi sont de l'inaction. En fait. Être fondamentalement optimiste, ça justifie l'inaction et être fondamentalement pessimiste aussi, quoi. Donc faut arriver à jouer avec les deux, quoi. Ouais. Pas facile tous les jours. Et tu as étudié les mécanismes de frein et les leviers pour modifier les comportements, et c'est ce dont tu parles notamment dans l'utopie mode d'emploi. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ça? Quels sont ces freins justement et qu'est-ce qui pourrait les lever? On en a déjà un peu parlé, mais le premier, c'est un des premiers, c'est la peur. Ça, c'est clair. C'est vraiment c'est Pascal Pic qui dit l'homme est un grand singe qui n'abandonne pas la branche sur laquelle il est assise avant de pouvoir attraper l'autre. Et on est vraiment là-dessus. Et la peur, c'est clairement, il faut impérativement la traverser. Et comme elle est associée à la culpabilité, le pire, c'est il y a la culpabilité. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Je me disais, mais attends, j'ai juste sorti un vin bio et je me prends des remarques. J'ai rien dit, quoi. J'ai rien fait. Ouais. Sauf que, en fait, mon comportement, qui je suis, rien qu'avec cette bouteille de vin, un miroir. Et voilà, renvoie à l'inaction. Je renvoie quelque chose qui es-tu pour me donner des leçons? Ce qui n'est pas le cas. Il faut bien comprendre qu'il se passe des choses très compliquées.
Et pareil, c'est compréhensible. Parce qu'en fait, la culpabilité, pendant tout un moment, je me disais, mais comment les gens peuvent acheter un diesel, mais pour leurs enfants, je me disais, j'ai les mêmes valeurs, j'ai des gens que je connais qui ont les mêmes valeurs que moi, et pour autant, on n'a pas les mêmes actions. Et je suis bien persuadée qu'ils aiment autant leurs enfants que les miens, quoi. Donc, je comprenais pas. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, si, c'est-à-dire que personne ne peut vivre avec cette idée que on nuit à la planète de nos enfants. Donc, soit tu as décidé d'agir, soit tu nies cet aspect. Voilà. Donc, tu ne peux pas vivre avec. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, et ce qui se passe très souvent. Et moi, je me suis rendu compte de ça, c'est que j'avais des gens qui étaient assez agressifs, et que très souvent, ceux qui étaient très agressifs, c'est des gens qui étaient très convaincus par ailleurs. Et qu'en fait, ils étaient en pleine dissonance cognitive parce que leurs actions n'étaient pas en lien avec leurs convictions, et notamment dans le travail. Et ça m'a beaucoup apporté parce que là, du coup, ça m'a aussi amené à être plus indulgente et à ne pas mettre les gens dans cette position-là, parce que c'est une position super inconfortable, dont rien ne sort. Donc ça, c'est les premiers trucs. Il y a ce que je te disais tout à l'heure sur le fait d'être désimpliqué. Tout ce qui nous rend consommateurs d'une solution, c'est terrible. Donc le côté confort. Après, et du coup, il y a un sentiment qui est plus fort que la peur. Ah si, il y en a un autre aussi qui est super important, qui est peut-être le plus difficile, qui est le sentiment d'impuissance. Alors celui-là, il est terrible parce que voilà, c'est mondialisé, et puis c'est les lobbyistes, tout ce que dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait super flipper. Donc on n'y arrivera pas, et puis on n'est rien, et puis voilà. Et puis t'as vu, la majorité, on n'a rien à faire, etc., etc. Et donc ça, c'est super dur à lever, le sentiment d'impuissance. Il est beaucoup nourri par les gens qui ont tout intérêt à ce que ça ne change pas, forcément. Et donc c'est là où il faut faire très attention. C'est pour ça, moi, j'ai beaucoup appris sur les réseaux sociaux, notamment. C'est pas parfait les réseaux sociaux, mais ça apprend beaucoup sur quoi partager et ne pas trop assommer. Parce qu'il y a un moment donné où t'en viens à faire un truc qui est mais de toute façon, mais voilà quoi, c'est terrible quoi. Donc il faut toujours montrer là où ça se fissure en même temps, là où il peut y avoir des choses. Et puis on l'a tous régulièrement, le sentiment d'impuissance. Enfin, moi je l'ai régulièrement, on l'a tous, et en fait il faut arriver à se soutenir les uns les autres dans ces moments-là. C'est toxique comme sentiment. Ouais, c'est hyper difficile. Et encore une fois, en fait, que ce soit la peur, que ce soit le sentiment d'impuissance, on s'en débarrasse en reprenant confiance en nous. Et ça se fait beaucoup dans le collectif. Et notamment pour traverser la peur, on dépose nos peurs ensemble. Donc c'est pour ça que tous les projets collaboratifs, par exemple, moi j'ai monté un atelier de réparation. Justement, quand j'écrivais ce bouquin-là, j'ai essayé de lancer cette histoire. Et j'ai appris énormément, et j'ai pris confiance énormément par le fait de monter quelque chose avec des gens que je ne connaissais pas, avec des compétences différentes. Et là, tu te dis, on gère un bout du monde ensemble, en fait. Et ça amène beaucoup de confiance. Et par rapport à l'optimisme dont on parlait tout à l'heure, tu te dis aussi qu'il y a des niveaux de conscience. C'est-à-dire que tu rencontres des gens qui sont à des niveaux de conscience qui sont intéressants. Tu te dis, si on se met tous à ce niveau-là, ou en tout cas une petite partie, on peut quand même changer très vite les choses. Et il y a un des antidotes qui est majeur pour surmonter la peur, qui est un truc fondamental, qui est le désir. C'est vraiment le sentiment le plus important. Parce que la peur, c'est l'ennemi numéro 1. Et il y a ce sentiment qui est plus fort que la peur, qui est le désir d'aller de l'autre côté, le désir d'autre chose. Et c'est en ça que je ne crois pas en la décroissance. Je pense que la décroissance ne crée aucun désir. De même que l'écologie n'en a pas créé. Et en fait, le désir, c'est vraiment ce que dit Spinoza, c'est la puissance de vie, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie. Et d'ailleurs, les psys disent que la dépression, c'est une absence de désir. Donc on est vraiment là-dessus, et c'est hyper important de recréer du désir. Et on ne crée pas du désir avec de la transition et on va faire moins pire qu'avant. Donc pouf, on met un petit coup de verre, on met un petit coup de responsable. Moi, je l'ai bien vu, c'est pour ça que d'ailleurs je me suis posé ces questions-là, c'est que je me suis dit, mais en fait, tout ce que je propose, enfin voilà, les normes, voilà, les ISO, la consommation responsable, etc., ça ne galvanise pas. Et en fait, on a besoin de ça. On a besoin d'avoir envie du monde de demain, du monde d'après. Et ce qui différencie une personne, si tu as une montagne à gravir, ce qui différencie deux personnes entre celle qui va y arriver et celle qui va pas y arriver, c'est la force de son désir.
Et parce qu'en fait, tu évalues la hauteur des obstacles à la hauteur du désir que tu as d'aller en haut. Si tu as vraiment envie d'y aller, tu vas trouver que c'est pas grand-chose. Et inversement. Et donc, c'est très important de créer du désir pour aller de l'autre côté. Et l'abolition de l'esclavage, c'est ça. C'est-à-dire que on n'est pas en train de dire, enfin voilà, il se serait jamais battu pour un esclavage responsable, pour réduire les coups de fouet par deux. Tu te bats pas pour des miettes de dignité, ça va, quoi. Par contre, tu te bats pour un autre monde. Et c'est là où le désir, pour moi, c'est l'élément majeur. Et qui alors pourrait faire se propager ce désir et construire cette vision à grande échelle, je veux dire, parce que tout le monde peut avoir des projections d'un monde meilleur, mais peut-être besoin d'un collectif. Je sais pas, je pense qu'il y en a à plein d'endroits. Moi, je puise à chaque fois. Par exemple, Ma Voix m'a créé du désir sur la démocratie. Le film Demain a créé énormément de désir auprès des gens. Je reviens toujours à cette histoire d'ordre dispersé. Moi, évidemment, je rêve que Ma Voix soit au pouvoir et que du coup, voilà, on ait ce désir, donc qui sont des citoyens, donc où on voterait chaque loi. Mais je ne sais pas comment ça va arriver. En tout cas, il y a des gens qui créent du désir sur tout un tas de sujets. Le biomimétisme, pour moi, crée du désir, par exemple. On serait la première nation à investir vraiment dans le biomimétisme. Tu vois, quand on parle de hasard, moi je rêve en fait de hackers qui déplaceraient tous les investissements et toutes les subventions du mauvais camp vers le bon. Voilà, bah ça changerait mais complètement la donne. Donc il suffit de, je sais pas moi, tu vois, l'Islande, ils ont laissé tomber les banques quand il y a eu la grande crise financière. Ils ont été un des seuls pays à le faire. Ils se portent très bien. Donc voilà, il peut y avoir des choses comme ça et ça crée du désir. Les gens tout d'un coup se sont dit OK, ça y est. C'est nous, quoi. C'est people power maintenant, ça y est. On repart. Comment est-ce qu'on peut faire plus de place pour la désobéissance aujourd'hui ? Ça, c'est super important. C'est l'élément majeur, en fait. C'est vraiment de changer de regard sur les désobéissants. Les désobéissants sont extrêmement mal vus, alors que c'est toujours eux donc qui ont changé l'histoire. Et de l'importance d'ailleurs de propager la désobéissance, de la rendre acceptable. Moi, c'est pour ça, je sais que quand on me demande d'intervenir sur la désobéissance, je sais que je vais un peu en carton. Non, mais c'est vrai, hein. Alors, j'écris sur l'utopie, j'écris sur la désobéissance, c'est perçu comme de la provocation, alors que ça en est pas du tout. Mais parce que ce sont des sujets qui dérangent, je veux dire, la radicalité, l'utopie, c'est la radicalité, hein. Quand je te dis abolition radicale, c'est ça. Ça vient de Racine. Radical n'est jamais venu de violence, par exemple, tu vois. Et désobéissance, c'est pareil, c'est la désobéissance aux lois. Et donc, en fait, ce sont des gens qui contestent le présent. Donc, ce sont des gens qui disent, là, quelque chose est intolérable et pourtant, vous le tolérez. Donc ça, c'est hyper dur à entendre. On ne peut pas entendre ça. Parce que c'est difficile à entendre parce que ça renvoie aussi à ce que chacun fait, quoi. Ça veut dire, vous êtes en train de tolérer l'intolérable. Donc ça, c'est impossible d'entendre ça. Donc on a du mal, et donc ce sont des gens qui contestent le présent, et c'est-à-dire qui contestent notre modèle, dans lequel on est tous complètement impliqués, pour lequel on a tous fait des sacrifices, qui est une idéologie dans laquelle on croit. Les croyances, c'est ce qu'il y a de pire. Tu vois, on n'arrive même pas à appeler un modèle autrement que croissance verte, parce qu'on veut pas lâcher le mot croissance, quoi. C'est un truc de fou. Et en fait, les désobéissants sont des gens aussi qui remettent en cause l'harmonie. L'illusion que tout va bien, allez, quand même, ça va à peu près, quoi. L'illusion du confort. Même quelqu'un qui perd en burn-out est un peu un désobéissant à ce qu'on attend de lui. Et déjà, il crée quelque chose, il crée un malaise. Hein. Et c'est vrai que les désobéissants, en fait, tu vois, les suffragettes, c'est un truc de fou quand même. Les autres femmes leur crachaient dessus. Je te dis, comment c'est possible ? Bah ouais, c'était des traîtres à l'harmonie familiale. De même que les résistants étaient des traîtres à la nation. De même qu'aujourd'hui, les écolos sont des traîtres à la croissance. Et en fait, pour moi, c'est extrêmement important parce que je crois que les désobéissants sont un rempart à la violence. C'est-à-dire que comprendre les désobéissants, on n'a pas tous le tempérament d'un désobéissant. C'est particulier. Il faut avoir le courage d'être en dehors de la norme. Il faut avoir ce tempérament particulier, d'être plutôt en lien avec son humanité, de vouloir défendre ses valeurs. Ce sont des gens pour qui la loi est moins importante que la loi de l'humanité ou que leurs valeurs. Donc c'est pas donné à tout le monde. Mais par contre, moi je prêche pour leur accorder le bénéfice du doute, quoi.
C'est-à-dire que comme l'histoire a toujours changé avec ces gens-là, voilà, changeons le regard sur eux, parlons-en. Tu vois, quand sur les réfugiés, par exemple, sur les migrants, il y a des policiers je crois que c'est en Belgique, qui voulaient faire une action à la Gandhi, donc désobéir, parce qu'ils trouvaient que les ordres qu'on leur donnait d'évacuer, de faire des rafles, comme ils disaient, dans les squares de migrants, ils trouvaient ça insupportable. Je l'ai vu dans un article en France. Par contre, on voit toutes les violences faites par les policiers à Calais, etc. C'est bien de montrer ça, mais ça serait bien de montrer ceux qui se posent la question de désobéir. Ça donnerait peut-être des idées à ceux de Calais. Et voilà. Et en fait, on n'en parle pas assez des désobéissants. Et le problème, c'est que si on n'en parle pas, il y a un moment donné où les désobéissants en auront marre. Et c'est là où commence à arriver la violence, en fait. Et si dans ton livre, dans ton livre Les Suspendus, tu fais la distinction entre les résistants et les refusants. C'est aussi intéressant, je pense, pour notre période. Est-ce que tu veux bien expliquer ce que tu veux dire par là? Ouais. Alors les refusants, je me rendais pas compte à quel point. Enfin, si, ça m'a donné beaucoup de pistes quand j'ai écrit. Mais depuis qu'il ait lu ce livre, j'ai beaucoup de retours sur ce terme-là. En fait, parce que ça donne une autre porte pour plein de gens. En fait, les refusants sont des gens qu'on a identifiés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les résistants, ce sont des gens qui sont, qui veulent changer le modèle actuel, en mettre un autre à la place. Ce sont des idéalistes, sont des gens assez courageux, qui font du prosélytisme, ils veulent que les autres les suivent, et ils pensent que leurs actions vont changer les choses. Les refusants sont des gens qui n'ont pas d'idéologie particulière, qui ne veulent pas changer le système, qui essayent de convaincre personne, et puis qui ne pensent pas que leur action va changer quoi que ce soit. Par contre, ils se disent, moi je fais pas ça à un autre être humain. C'est des gens comme ça qui ont réussi. Alors, par exemple, les Justes pendant la guerre qui cachaient des Juifs en étaient. On peut parler aussi de Schindler, qui est assez connu. C'est quelqu'un qui profitait finalement du système nazi, puisqu'il était dans un appartement réquisitionné d'un Juif fortuné. Il avait des contrats avec les nazis, mais il a sauvé tout un tas de gens parce que il trouvait inhumain de les envoyer dans les chambres à gaz. Et c'est intéressant parce que ces gens-là, on arrive à fissurer ce manichéisme t'es soit résistant, soit collabo. Il y a une autre porte. Ou victime, voilà. Et donc c'est intéressant. Ils sont aussi importants que les résistants. Puisque, de même que les spectateurs passifs sont aussi néfastes que les bourreaux. Et c'est intéressant de les remettre parce que du coup, on augmente le nombre de gens qui peuvent nous aider à sauver le monde. Beaucoup de gens, du coup, m'ont écrit en me disant, en se voyant comme des refusants, parce que le résistant et la figure du héros peut être assez impressionnante. Et alors que celle-là, elle est beaucoup moins. Et ils disent un truc, moi, qui m'a beaucoup servi. Quand j'ai lu, en fait, tous ce que disaient les Justes, notamment, ils ont eu une parole qui était très belle. Il y en a un qui a dit, quand on leur dit vous êtes des héros, et c'est la même chose quand tu demandes à un pompier ou quand tu demandes à un médecin qui soigne des migrants, ils vont te dire mais je suis pas un héros, enfin ça va de soi. Et en fait cette expression-là, elle est fabuleuse. Ça va de soi, ça veut dire que ça vient de soi. C'est évident parce que c'est en soi en fait. On sait que ça, on peut pas faire ça, un être humain. De même qu'on peut pas faire ça à la planète. Moi c'est ce qui m'est arrivé quand ça m'est tombé dessus, tous ces livres et tout ça, ça m'a paru d'une évidence totale. Je pouvais plus agir comme avant. Ça allait de soi. Et à chaque fois qu'on me dit, oh là, tu fais plein de trucs et tout, je dis, mais non, en fait, je fais que des trucs qui me paraissent évidents. Et donc, ça vient de soi. Et le truc d'après, c'est qu'il en va de soi. C'est-à-dire que quand on commence à être touché par quelque chose, on peut pas le mettre sous le tapis. Si moi, quand j'avais lu tous ces livres où, je m'étais dit, ok, j'ai compris ça, mais je continue à faire ce que je veux, mon métier d'avant. J'en aurais souffert toute ma vie. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'arrive un certain nombre de burn-out, en tout cas une partie. C'est qu'en fait, on peut pas renoncer à ce que notre cœur est en train de nous dire. Quand ton cœur est en train de te dire, la planète va mal et t'y contribues et que ça devient tellement une souffrance, t'es obligé de faire quelque chose, en fait. C'est une évidence. Et ce n'est jamais vécu comme un courage, jamais, jamais. Pour finir, comment est-ce que tu cultives la joie dans ta vie avec toutes ces préoccupations? Eh ben, en fait, justement,
J'étais contente parce que quand je me suis tombée sur cette histoire de ça va de soi, c'est là où on voit que la rencontre, et c'était la deuxième question que j'avais pour mon bouquin, Les Suspendus, c'était de voir le lien entre le bonheur et l'engagement. Parce qu'en fait, quand on s'engage, finalement, on s'engage au plus proche de qui on est. Et en fait, la joie, mais elle arrive, mais tout de suite, quoi. Moi, j'ai eu des moments de joie, j'en ai tout le temps. Je trouve que s'engager rend heureux. Parce qu'en fait, ça permet d'accomplir qui on est au fond. D'être au plus proche de nos valeurs, d'être au plus proche de ce qui est important pour nous, et en même temps de contribuer à la grande marche du monde. Et en fait, cet endroit-là, c'est notre endroit. C'est l'endroit où on accomplit sa vie. Il se fait très naturellement, et effectivement, la joie, je crois pas qu'elle se cultive, je crois qu'elle jaillit, qu'elle est totalement impossible à contrôler, et effectivement elle arrive dans les moments où tu es au bon endroit. Le bon endroit pour toi, c'est l'endroit où tu es le plus proche de qui tu es, où tu t'engages pour quelque chose qui te dépasse. Et moi je crois qu'on vit pas hors sol, et on vit avec les autres, et on peut pas vivre hors soi non plus, c'est-à-dire qu'on peut pas vivre à côté de qui on est vraiment. Et après, la joie, on peut la cultiver aussi, et ça c'est du coup j'ai essayé de travailler sur une hygiène de vie, parce que c'est cette histoire aussi de parfois on est à fond, parfois on est engagé, et puis parfois c'est difficile, parce que il y a le sentiment d'impuissance, parce que t'as des toxiques, parce qu'il y en a qui aiment pas les désobéissants et qui t'en mettent plein la tête, et tu peux avoir besoin de revenir dans des endroits où t'es plus dans le confort. Et c'est recevable aussi, et en fait il faut accepter ça, et accepter cet engagement qui est un engagement on ne doit pas s'épuiser. On ne sert personne quand on s'épuise, en fait. Et donc, il faut aussi aller chercher ces endroits de joie. Moi, j'essaie justement maintenant de fuir les endroits où il y a des fâcheux, comme je les appelle. Alors, tu les vois venir assez vite. Et en fait, c'est important aussi. C'est pour ça que c'est important d'aller dans les endroits où il y a des gens qui font des choses, de se mettre en lien, encore une fois, d'aller voir un groupe de démocratie participative, un groupe qui est sur le printemps de l'éducation, un groupe qui est dans l'écologie, qui fait un compost, parce que les petits projets, en fait, on revient jamais en arrière. C'est-à-dire qu'on rencontre d'autres gens qui vont mettre en lien sur d'autres choses, qui vous donnent d'autres portes, qui vous inspirent d'autres choses, et on avance, et on avance, et on avance, et c'est que du bon, en fait. Donc voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Merci beaucoup à Sandrine Roudot pour notre conversation, et merci à vous tous pour votre écoute et votre soutien. Pour soutenir Présage, vous pouvez partager les épisodes, vous abonner sur votre plateforme préférée et me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawel, mixé par Paloma Colombe. Vous pouvez retrouver des liens et des ressources pour approfondir tous les sujets dont on a parlé sur le site présage.fr. À très vite.